Vous avez certainement entendu, chers étudiants, qu'il y a une semaine, deux dictateurs africains ont montré qu'ils n'étaient pas prêts à lâcher le pouvoir. Il s'agit d'une part de Joseph Kabila, au Congo, qui n'était pas prêt à mettre en place des élections de type démocratique, et d'autre part, Robert Mugabe, au Zimbabwe, qui a plus de 90 ans maintenant, et qui souhaite rempiler dans le cadre de son régime ultra-autoritaire. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je me suis décidé à présenter un cours que vous n'avez pas eu l'occasion d'avoir mardi, parce que finalement nous avons décidé d'un commun accord de consacrer cette leçon aux révisions pour les examens de janvier, mais que je tenais quand même à vous donner à titre d'information avant vos stages. Cette leçon portera donc sur les États et les sociétés d'Afrique subsaharienne entre 1960 et aujourd'hui, c'est-à-dire fin d'année 2016. Il est évident tout d'abord que, vu la dimension, à la fois dans l'espace et dans le temps, du contenu de mon exposé, qu'il s'agira justement de tracer quelques grandes lignes sans entrer dans le détail des différents États. Entendons-nous bien, c'est un mythe de considérer que l'Afrique subsaharienne constitue un tout. Très clairement, il s'agit d'une légende forgée par les colonisateurs. D'autre part, la date que j'ai choisie est une date conventionnelle, mais qui n'a pas de valeur absolue, comme nous allons le voir dans un instant, et que donc j'ai voulu me placer dans un exposé très général permettant aux étudiants d'avoir quelques notions utiles pour leur culture générale, et je n'ai pas d'autre prétention que celle-là. Je vais commencer par un exposé qui est antérieur, un discours qui est antérieur de 2 ans à l'indépendance d'un certain nombre d'États africains, à savoir le discours que Sékou Touré, le futur président de Guinée, va tenir à l'Assemblée territoriale, puisque la Guinée n'est pas encore indépendante à cette date, au mois d'août 1958, devant le général de Gaulle. Il s'agit donc d'extraits que j'ai choisis, en fonction de leur importance, d'un discours du 25 août. L'épanouissement, et je lis ici le texte du discours de Sékou Touré, l'épanouissement des valeurs de l'Afrique est freiné, moins à cause de ceux qui les ont façonnées qu'à cause des structures économiques et politiques héritées du régime colonial en déséquilibre avec ses aspirations d'avenir. C'est pourquoi nous voulons corriger, non par des réformes timides et partielles, mais fondamentalement ces structures, afin que le mouvement de nos sociétés suive la ligne ascendante d'une constante évolution, d'un perpétuel perfectionnement. Second extrait. Nous avons, quant à nous, un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à l'opulence dans l'esclavage.
extrait suivant. Notre option fondamentale qui, à elle seule, conditionne les différents choix que nous allons effectuer, réside dans la décolonisation intégrale de l'Afrique. Ses hommes, son économie, son organisation administrative et, en vue de bâtir une communauté franco-africaine solide et dont la pérennité sera d'autant plus garantie qu'elle n'aura plus dans son sein des phénomènes d'injustice, de discrimination ou toute cause de dépersonnalisation ou d'indignité. Et enfin, dernier extrait qui se trouve tout à la fin du discours, pour résumer la position guinéenne vis-à-vis du projet de constitution qui fera l'objet du référendum du 28 septembre, nous affirmons qu'elle ne sera favorable qu'à condition que la Constitution proclame le droit à l'indépendance et à l'égalité juridique des peuples associés, droit qui équivaut à la liberté pour ces peuples de se doter d'institutions de leur choix et d'exercer dans l'étendue de leurs États et au niveau de leur ensemble leur pouvoir d'autodétermination et d'autogestion. Vous imaginez bien que le général de Gaulle, lorsqu'il a entendu ce discours, dont il connaissait bien entendu la teneur avant de se rendre à l'Assemblée territoriale, n'a pas dû vraiment apprécier, parce que ça ne rentrait pas du tout dans ses vues, et pour lui les choses étaient claires, c'est que si le référendum conduisait à un oui aux propositions de Sékou Touré, et donc un non à la position de la France, ça allait conduire inévitablement, et c'est ce qui va se faire dès le lendemain du référendum, donc le 29 septembre, à la sécession de la Guinée par rapport à la communauté franco-africaine que le général de Gaulle voulait mettre en place. C'est d'ailleurs ce qui va se faire, parce qu'effectivement, dès le 29 septembre, tous les conseillers, bientôt tous les fonctionnaires français vont partir, et on ne sera plus du tout, on ne sera jamais donc dans un système de coopération entre la France et la Guinée. Par ce discours, Sékou Touré marque une véritable rupture. Lorsque l'on explique souvent, et parfois hélas encore dans les manuels, que la colonisation s'est faite en 1960, c'est en fait un point de vue tout à fait trompeur. Car les différents pays, les différentes métropoles coloniales ont dû partout mener des guerres contre justement cette volonté d'indépendance des peuples africains. Qu'il s'agisse de la France, et pour l'Afrique du Nord, nous pensons évidemment tout de suite à l'Algérie, c'est le cas également du Cameroun. En ce qui concerne l'Angleterre, je ne citerai que le cas de la révolte des Mau, face auquel les Britanniques ont dû se battre au Kenya. Dans le cadre du Congo belge, qui nous concerne, nous, plus particulièrement, les choses n'ont pas été simples du tout. Les Belges n'étaient pas du tout préparés à la décolonisation. La décolonisation s'est faite dans la débandade, dans le désordre véritablement, mais la Belgique
n'a pas été prête à lâcher le morceau de cette manière-là. Pour l'Espagne, il y a eu également des combats dans le Maroc espagnol. Et enfin, pour le Portugal, il y a eu des guerres coloniales dans les différentes colonies de ce pays, à savoir les îles du Cap-Vert et la Guinée-Bissau, en Angola et en Mozambique. Ce n'est pas ici le lieu de décrire toutes ces guerres coloniales qui pourtant, pour la plupart, se situent bien dans cette période entre 1960 et la fin, enfin disons les années 70 certainement. Donc pendant au moins une quinzaine d'années, les guerres coloniales vont se poursuivre. Donc, première idée, c'est que la décolonisation ne s'est pas faite dans le calme. Elle s'est faite tout à fait logiquement d'ailleurs dans le cadre d'un rapport de force. Et les pays coloniaux n'ont pas eu l'intention de lâcher aussi vite les territoires qu'ils exploitaient. Première chose. Ensuite, et je vous l'ai déjà dit, 1960 est une date commode, mais après 1960, lorsque effectivement un certain nombre de pays africains vont prendre leur indépendance, eh bien après cela, les métropoles ex-coloniales vont mener et poursuivre une politique néocoloniale. Et quand je dis ici les puissances coloniales européennes, il faut y ajouter bien entendu les États-Unis. Alors pourquoi? On le comprend bien, parce que dans un certain nombre, pas dans tous les pays, mais dans en tout cas un nombre important de pays d'Afrique subsaharienne, on trouve des richesses naturelles extrêmement importantes. On a dit, dans le cas qui nous concerne plus particulièrement ici, le cas du Congo belge, que le Katanga était un véritable scandale géologique. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein. La formule a été trouvée par quelqu'un d'autre. Effectivement, quand vous prenez le cas du Katanga, vous avez des mines de toute une série de minéraux, diamants, cuivre, or, etc. Dans le cas du Kasaï également. Et ce n'est pas par hasard, bien entendu, que pour le Katanga, en tout cas, la Belgique a soutenu très rapidement, même très très rapidement, la sécession du Katanga, à la tête duquel va se mettre Moïse Tshombe, pour des raisons évidemment qui n'ont rien à voir avec la liberté et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais bien pour des raisons très matérielles qui sont liées donc aux richesses géologiques du sous-sol de cette région d'Afrique. Alors, je pourrais citer évidemment bien d'autres régions, je me limiterai ici donc à l'ancien Congo belge. Maintenant, une fois que l'indépendance, au moins formelle, a été acquise, je vous l'ai dit, des politiques néocoloniales se mettent en place, et très rapidement, les gouvernements européens et américains vont soutenir, vont mettre en place et soutenir des candidats à la prise de pouvoir dans le cadre de coups d'État ou de pseudo-élections qui vont mettre en place des partis uniques. N'oublions pas que dans les années 60, nous sommes en plein dans la guerre froide. Je vous rappelle que l'épisode de Cuba se situe en 1961 pour la baie des Cochons et 1962
donc pour l'affaire des missiles soviétiques installés donc sur cette île des Caraïbes, et qui aurait pu déclencher effectivement une troisième guerre mondiale. Le problème donc qui se pose pour les Africains, et nous l'avons entendu dans le discours du mois d'août de Sékou Touré, c'est qu'il s'agit de définir une identité. Alors cette identité, elle peut être double. Il peut s'agir d'une identité nationale, mais l'on sait que le partage du gâteau à la conférence de Berlin en 1885 ne s'est pas fait du tout en tenant compte des aspirations des peuples. Ça va de soi. Ça s'est fait en Europe en fonction d'un rapport de force entre les grandes puissances du moment, les puissances européennes, qui dès lors vont voir se confirmer leur possession et anticipativement des territoires qu'elles pourront coloniser dans l'avenir. Deuxième identité, c'est celle de l'identité panafricaine. Et très tôt aussi, avant 1960, Nkrumah a été le héros, le porte-parole de cette idée panafricaine visant à supprimer les divisions qu'arbitrairement, aux yeux des Africains, les Européens avaient fixées entre les peuples d'Afrique. Parce qu'effectivement, il y avait certains peuples qui avaient été coupés, répartis des deux côtés d'une frontière fixée par les Européens, et parfois se trouvaient à l'intérieur même d'un territoire colonial des tas de peuples qui n'avaient pas une histoire commune, parce que pour des raisons économiques, culturelles, ils n'avaient pas plus de raisons d'être avec certains peuples que d'autres avec lesquels ils avaient peut-être plus de liens de l'autre côté d'une frontière. Donc vous voyez que c'était une véritable remise en question de l'héritage colonial. Toutefois, en 1963, l'Organisation de l'Unité africaine est fondée, et il est décidé que justement pour éviter des guerres entre les États américains nouvellement indépendants, pour éviter ces nouvelles guerres, on n'allait pas remettre en question les frontières héritées donc de l'époque coloniale. Donc vous voyez, il y a une sorte d'ambiguïté, évidemment, parce que en même temps, on souhaite être indépendant et décider de manière autonome dorénavant de son destin, et en même temps, on sait très bien que si l'on remet en question l'héritage colonial, que l'on n'aime pas, inévitablement, l'Afrique va se transformer en de multiples champs de bataille pour conquérir des territoires, accaparer des territoires, parce qu'on se doute bien que par la négociation, tout ne va pas se résoudre. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une unité, en tout cas, très claire, contre les séquelles et ce qui reste sur le plan politique et social de l'héritage colonial. Et le régime de l'apartheid en Afrique du Sud, qui a été mis en place en 1948 et qui tiendra jusqu'en 1991, c'est-à-dire, si je calcule bien, pendant 43 ans, eh bien, ce régime doit disparaître à tout prix. Les Africains ne peuvent pas accepter que leurs frères
noirs en Afrique du Sud subissent cette ségrégation raciale de la part de blancs très minoritaires qui exercent leur autorité, leur domination dans tous les domaines sur un peuple oppressé, ou des peuples oppressés, puisqu'il y a plusieurs peuples en Afrique du Sud. Là, pour cela, il y a unanimité. Et donc, que ce soit sur le plan politique ou même sur le plan militaire, les Sud-Africains pourront, noirs je dis bien, pourront compter sur la solidarité des autres peuples, mais de nouveau dans le cadre d'un rapport de force qui sera très long à modifier. Et il est clair que la modification du contexte international au début des années 90 va jouer tout son poids, puisque justement à une date anniversaire, puisque nous sommes le 25 décembre, à la Noël donc, de 1991, Mikhaïl Gorbatchev proclame la fin de l'Union des républiques socialistes soviétiques, donc c'est officiellement la fin de la guerre froide. Maintenant, on va voir comment les choses vont évoluer dans le cadre des États africains. J'ai évoqué tout à l'heure, j'ai anticipé le propos que je vais tenir maintenant. En effet, la construction d'États apparaît indispensable aux élites, d'autant plus qu'elles sont soutenues en cela par les ex-puissances coloniales qui continuent à avoir la mainmise économique sur tous ces pays et pouvoir continuer à exploiter les richesses du sol et surtout du sous-sol africain. Et pour mettre en place ces États, il y a un moyen qui est privilégié, c'est le système des partis-États. Alors qu'est-ce que c'est qu'un parti-État? Je crois que vous le devinez aisément. Il s'agit d'un parti unique où tout est entre les mains d'un chef incontesté, entre guillemets, même s'il est incontestable, s'il est contestable, bien entendu, donc de dictateur, autour duquel se mettent en place de véritables cultes de la personnalité. Ils apparaissent comme les pères de la patrie, ce que souvent ils ne sont pas, d'ailleurs. Pensez à Mobutu, qui va régner, et j'utilise volontairement ce terme, sur le Congo, je réfléchis, c'est entre 1965 et 1997, si mes souvenirs sont bons. Donc, ces partis-États, ce sont des régimes, alors, dictatoriaux certainement. Alors peut-on dire totalitaires dans des pays où l'État n'est pas constitué en tant que tel et ne ressemble en aucune manière à cette époque-là, dans ses formes peut-être, mais dans sa même dans sa structure vue de loin, mais en réalité pas du tout, aux régimes qui ont, j'allais dire fleuri, mais le mot est malheureux, en Europe au XXe siècle, donc dans le siècle écoulé maintenant, à l'époque du nazisme, du fascisme ou du stalinisme par exemple, parce que hélas il y a eu bien d'autres régimes qui se sont avérés, que ce soit d'extrême droite ou d'extrême gauche, qui ont fonctionné en Europe au XXe siècle de cette manière. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces partis-États?
eh bien, c'est qu'ils sont dirigés par un personnage unique qui est entouré d'une clientèle, d'une sorte de familia, comme on aurait dit dans la Rome antique. Personnages qui sont tout dévoués au chef, puisque celui-ci distribue des prébends, des faveurs, et qu'ils sont dépendants de lui. C'est un système qui est basé sur la patrimonialisation de l'État, je finis par le dire, c'est-à-dire un système où il n'y a pas de distinction réelle entre le trésor public et la fortune privée du chef de l'État, ni d'ailleurs des principaux commis de l'État. C'est un système basé sur la répression, c'est un système basé aussi souvent sur donc, la torture, inévitablement, sur l'interdiction de s'exprimer, par un contrôle très étroit de l'expression donc par la presse, et où le chef de l'État et ses proches contrôlent l'économie et bénéficient de royalties, si vous voulez, par l'octroi et la signature de contrats privilégiés avec certaines grosses sociétés européennes ou américaines qui se sont implantées dans ces pays africains et qui seuls disposent de la technologie pour exploiter le sous-sol. Mais bien entendu, complicité du pouvoir quant à l'usage dans des conditions très difficiles, à moindre coût, bien entendu, d'une main-d'œuvre locale. Ce système a duré théoriquement jusqu'au début des années 90, mais au moment où démarre une certaine démocratisation de l'Afrique, mais il ne faut pas s'y tromper, parce que cette démocratisation des pays africains est souvent un leurre, un miroir aux alouettes. Certains régimes ne pouvaient plus faire autrement, puisque la guerre froide était terminée. Certains de ces régimes n'étaient plus soutenus par l'Union soviétique et ses satellites, je pense à l'Allemagne de l'Est, Cuba, bien entendu. Même chose, alors là c'est pour d'autres raisons, du côté de la Chine maoïste qui, après 1978, avec l'accession au pouvoir de Deng Xiaoping, qui avait été mis de côté à l'époque de la présidence ou du règne de Mao Tse-tung, et qui, à ce moment-là, va progressivement mettre en place un régime d'économie sociale de marché, ce qui veut tout dire et son contraire. Vous l'avez compris. Hein, c'est donc un régime où il y a à la tête de l'État un parti unique, le Parti communiste, mais c'est un parti communiste qui a mis beaucoup d'eau dans son vin quant à ses conceptions de l'organisation économique du pays, puisque des contrats sont signés avec des pays extérieurs à la Chine, ce que l'on va appeler aussi un système 50-50, les joint ventures, et puis finalement un système capitaliste qui s'est mis en place, on peut bien le dire. D'ailleurs, la Chine, une fois la fin du système maoïste,
va très rapidement prendre pied en Afrique, mais avec un point de vue tout à fait différent, non plus dans le cadre d'une révolution internationaliste, mais pour s'implanter économiquement. Et vous savez que les Chinois sont très présents dans un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne. Toutefois, dans les années 80, il y a eu quelques tentatives de socialisation des régimes qui existaient jusqu'alors dans un cadre, je dirais, qui est resté très autoritaire, dans le cas du parti unique. Je pense à la tentative du capitaine Sankara au Burkina Faso, qui a effectivement, par des réformes nouvelles, amélioré le sort des populations de ce pays sur le plan social. Cette tentative n'a duré que 5 ans. Mais ce qui est sûr, c'est que à la chute du régime Hissène Habré, à la même époque pratiquement, on a découvert les archives de ce régime, les archives du parti unique, qui ont conduit d'ailleurs tout à fait récemment au procès de ce sombre dictateur et qui ont montré l'horreur de ce régime. On avait pu assister à des choses semblables au lendemain de la chute de celui qui s'était proclamé empereur en Centrafrique, à savoir Bokassa. Donc, il ne faut pas trop se leurrer sur l'image de démocratisation que ces pays, que beaucoup de ces pays ont voulu donner à partir des années 90, car il y a eu encore longtemps et il y a toujours des prédateurs dans ces pays-là, avec le soutien, pas toujours, mais avec le soutien des ex-puissances coloniales et des États-Unis, pour les raisons que j'ai déjà évoquées à plusieurs reprises. Nous allons essayer de passer maintenant à un autre pan de l'histoire africaine, parce qu'une chose est de parler de la politique, et ce n'est pas sans inutile, parce que le système de ces États nouveaux et des partis-États jouait certainement un rôle tout à fait considérable dans la vie des Africains, même dans leur vie quotidienne, incontestablement. Mais il est peut-être intéressant aussi de s'interroger sur les aspects démographiques, les aspects économiques et les aspects sociaux. Alors commençons peut-être par les aspects démographiques. Les aspects démographiques. On parle beaucoup aujourd'hui, et vaut mieux toujours partir de l'actualité pour bien se faire comprendre, des migrations africaines. Nous y sommes particulièrement sensibles, puisque on parle beaucoup des rafiaux, je ne veux pas dire des navires, qui partent des côtes de l'Afrique et tentent de rejoindre le continent européen par Malte, Lampedusa, la Sicile, le sud de l'Italie, d'une manière générale, ou via l'Espagne. Pour la Grèce, c'est autre chose, ce sont des populations qui viennent du Proche-Orient, donc je n'évoquerai pas ce sujet ici. Alors ces populations, elles viennent d'où? Alors ces populations, elles viennent de la région subsaharienne, de la région sahélienne également, donc du Mali, du Niger. Elles viennent aussi de régions comme l'Érythrée, la Somalie, après un très long parcours,
où ceux qui veulent entamer cette traversée doivent payer d'ailleurs des sommes considérables à des passeurs. Alors pourquoi partent-ils? Alors ils partent pour différentes raisons. Pour des raisons économiques, pour des raisons politiques et pour des raisons militaires. Les raisons économiques, elles sont liées à la pauvreté vraiment extrême de certaines régions de l'Afrique. Des raisons politiques, mais ça elles sont secondaires, c'est parce qu'on est dans des régimes qui sont politiquement instables, mais qui peuvent engendrer des conflits tournant à de véritables guerres civiles. Et il y a surtout, enfin, quand vous prenez le cas du Nigeria, du Mali, du Niger, des régions qui doivent subir les actes de groupes que l'on appelle terroristes, ici en Europe. Je pense à AQMI, donc à Al-Qaïda Maghreb islamique, et je pense aussi à Boko Haram, dont on a beaucoup parlé puisque il y a eu rapt, viol de nombreuses femmes dans certaines régions du Mali, par exemple. Alors pourquoi et comment ces groupes ont-ils pu se développer? Tout d'abord parce qu'ils, pour des raisons, pour des raisons multiples, pour des raisons religieuses, ce sont des groupes fondamentalistes. Ça, c'est la première explication. Mais il y a aussi à côté de ça des explications qui sont liées au régime politique, économique des pays où ils se trouvent, justement. Explication économique, ils doivent trouver de l'argent pour pouvoir mener à bien leur guerre ou leur guérilla par des trafics divers, la drogue, la vente d'êtres humains, par exemple. Sur le plan social, ce sont des régions qui sont défavorisées, qui sont instables. Ce sont des régions aussi où l'État est en déliquescence et pour pouvoir subsister a besoin, ce qu'il ne manque pas de faire, à des puissances ex-coloniales. Pensons à la France, plus particulièrement, qui a des intérêts dans la région, par exemple au Niger pour l'uranium. Donc ce n'est pas pour défendre la démocratie, il n'y a pas de raison que la France soit plus honorable que les États-Unis lorsqu'ils prétendent partir, lorsqu'ils ont prétendu partir pour la défense de la démocratie en Afghanistan ou en Irak, alors qu'il y avait des régions géostratégiques et économiques évidentes. Ça va de soi. Comme la Syrie pour l'instant, mais elle ne fait pas mystère. Elle n'a jamais dit que c'était pour la défense des droits de l'homme, pour la défense de la démocratie. Mais enfin, la Russie, elle joue à un jeu qui est clair, enfin, quoique, mais c'est très clair, c'est pour des régions géostratégiques, parce que bon, la Russie a un port sur la côte syrienne à laquelle elle tient tout à fait, qui lui permet effectivement d'avoir ce point d'appui. De l'autre côté, des détroits qui, depuis longtemps, depuis le XVIIIe et XIXe siècle, ont toujours constitué un enjeu majeur pour la Russie, qui doit pouvoir, comment dirais-je, pouvoir laisser circuler facilement ses navires de commerce, mais aussi ses navires de guerre en Méditerranée. Sinon, elle serait tout à fait enfermée, évidemment, dans la mer Noire.
voilà donc quelques éléments. Mais alors à côté de ça, vous avez aussi eu des massacres importants. Vous avez eu, alors là on remonte à une époque antérieure, pensez à la guerre civile au Nigeria qui a mené à la création éphémère d'un État du Biafra. Vous, ça ne vous dit rien en tant qu'étudiant, mais enfin, moi je m'en souviens en tant qu'élève dans l'enseignement secondaire encore. J'étais dans l'enseignement secondaire ou j'étais toujours dans l'enseignement primaire? Je ne sais plus. Mais en tout cas, je m'en souviens très bien, on n'arrêtait pas de parler. Oui, en tout cas, quand j'étais au début de l'enseignement secondaire, on parlait beaucoup de la guerre du Biafra. Ça, je m'en souviens. Des problèmes de malnutrition, voilà. On voyait d'ailleurs des images assez épouvantables d'enfants qui étaient en train de mourir de faim, en tout cas. Ça, je m'en souviens très clairement. Oui, ça devait être à la fin des années 60, quelque chose comme ça. La fin des années 60, si mes souvenirs sont bons. Alors, pour poursuivre maintenant, je viens de vous parler d'un certain nombre d'éléments relatifs, oui, aux causes de migration, mais il faut savoir que l'essentiel des migrations en Afrique, ce sont des migrations intérieures. Ce ne sont pas tellement des migrations qui conduisent à des déplacements d'un continent à un autre. Sauf pour les Africains du Nord, hein, ça c'est autre chose. Mais pour les Africains qui se trouvent au-delà, donc au sud du Sahara, sauf pour les raisons que je viens de vous indiquer, ils ne constituent pas en tout cas la majorité des migrants. Maintenant, je viens de vous le dire, ces migrations sont essentiellement intérieures. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'Africains, par exemple du Mozambique, du Congo, de l'Angola, qui se déplacent pour des raisons économiques, pour des raisons professionnelles, parce que leurs moyens de subsistance sont très faibles dans leur pays, par exemple pour se rendre en Afrique du Sud. Donc dans la République sud-africaine, je dis bien. Sur le plan économique maintenant, parce que c'est quand même l'économie qui fait marcher le monde, comme vous le savez, d'autant plus que j'ai longuement insisté sur ce point dans les minutes qui précèdent. Sur le plan économique, alors je crois qu'il faut distinguer économique et social, parce que les deux sont... On ne peut pas parler d'un aspect des choses sans l'autre, c'est pas possible. Il ne faudrait pas parler de l'économie pure, ça n'a pas de sens, hein, et parler uniquement de taux de croissance. Il faut voir un petit peu concrètement comment les gens vivent. Alors il y a 3 catégories de la population, au moins 3 catégories. Première catégorie, ce sont ceux qui l'emportent, ceux qui profitent du système capitaliste qui constitue, je dirais, l'écume du système, pour utiliser une image de Fernand Braudel, mais dans un autre sujet, c'est-à-dire ceux que l'on voit à première vue, c'est-à-dire des gens riches, voire très riches, qui appartiennent aux élites politico-économiques, parce que les deux vont souvent de pair, et même je dirais presque toujours de pair. Il n'y a pas moyen de faire fortune si on n'est pas lié de près ou de loin avec le régime politique sur place, et je dirais même au-delà avec les régimes politiques, les gouvernements des puissances ex-coloniales. Ça, c'est tout à fait sûr. Ça représente donc une petite partie de la population. Alors lorsque l'on dit que, et ce n'est pas faux, qu'entre 2002 et 2008, l'Afrique a connu des taux de croissance très importants de 7%, c'est vrai, et que depuis 2008, et l'on comprend pourquoi, c'est le début de la crise financière, puis économique, puis enfin sociale du système mondial, du système capitaliste, eh bien à partir de 2008,
il y a une baisse, mais finalement qui n'est pas si importante que ça, de 2% par rapport à ces 7%, donc ce qui nous conduit, si vous faites la différence, à 5%, donc une croissance de 5% depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui. Donc on pourrait croire que l'Afrique se porte bien, mais je viens de vous dire, ça ne concerne qu'une écume de la population. Quand je dis écume, je suis quand même pas tout à fait juste, parce que ceux qui en profitent le plus, c'est effectivement la pellicule que je viens de mentionner. Mais il y a aussi ceux que l'on appelle les classes moyennes. C'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose et que je n'aime pas utiliser parce qu'en fait, il s'agit de ceux qui appartiennent, disons, à la petite bourgeoisie et qui ont profité de la mondialisation pour s'enrichir, pour faire fortune, pour monter des affaires, pas toujours facilement d'ailleurs, qui sont en général diplômés, j'y reviendrai dans un instant. Mais alors en face de ça, vous avez une masse considérable de la population qui se trouve dans la pauvreté. Je vous donne quelques chiffres. Il y a en Afrique subsaharienne entre 22 et 28% de gens vraiment pauvres qui sont dans la malnutrition. Donc vous imaginez un quart de la population subsaharienne, je dis bien un quart, la population subsaharienne qui ne mange pas à sa faim. Je crois que ce chiffre est tout à fait considérable et remet en cause, en tout cas, l'image un peu printanière que l'on pouvait avoir en entendant les chiffres de croissance globaux que j'ai pu mentionner il y a quelques instants. Vous savez que les chiffres du PIB, des PNB, tout ça, ce sont des moyennes, et qu'il faut voir la réalité de la vie de la majorité de la population, sinon ces chiffres n'ont pas beaucoup de sens. Sinon, bien entendu, pour les investisseurs, pour des gens qui ont des actions en bourse, ça a de l'importance, on est bien d'accord. Enfin, moi, ce qui m'intéresse en tant qu'historien, c'est pas seulement l'histoire financière, c'est surtout l'histoire économique beaucoup plus modeste de beaucoup de gens. À côté de ça, vous avez entre 5 et 10% des enfants, vous entendez bien, entre 5 et 10% des enfants qui meurent avant l'âge de 5 ans. Donc nous sommes dans un modèle d'ancien régime pour l'Europe. Donc vous imaginez qu'un enfant sur 15, c'est une moyenne que je vous donne ici, entre 5 et 10%, allez, je vous donne, allez, mettons qu'on arrive à 7 ou 8%, donc ça fait un enfant sur 15 qui meurt en dessous de 5 ans. Donc c'est tout à fait considérable. Alors en plus, une grande partie de cette population, en tout cas une grande partie de cette population, était rurale. Elle l'est de moins en moins parce que vu la crise des produits de la terre, suite à la crise économique globale, structurelle qui concerne ces pays, parce que les bananes, le cacao, toute une série de produits de la terre là-bas, ont perdu en valeur lors des exportations. Et donc la seule chose qui compte, ce n'est pas tellement la quantité de ce que vous exportez, c'est la quantité de ce que ça vous apporte sur le plan financier en termes de pouvoir d'achat. Donc ça ne sert à rien de produire beaucoup si vous le vendez à un moindre prix. Et c'est bien ce qui se passe depuis maintenant très longtemps pour les pays africains. Donc les petits paysans, ou même les moyens paysans, les petits paysans, de toute façon, ce qu'ils produisent, c'est pour l'autosubsistance, donc ce n'est pas destiné à la vente. Mais il y en a de plus en plus qui ont dû partir vers les villes. Et donc on assiste à
un exode des campagnes vers les villes massif qui fait que vous avez des métropoles gigantesques qui sont nées pendant la période considérée, donc dans le dernier tiers du XXe siècle, et qui continuent à grandir, grandir, grandir. Parmi celles-ci, en Afrique subsaharienne, vous avez bien entendu Lagos, donc au Nigeria. Mais vous avez des grandes villes comme ça aussi, tentaculaires, par exemple en Afrique du Sud. Maintenant, il y a des pays où les villes sont considérables, même s'il ne s'agit pas de mégalopoles comme Lagos, qui, je ne sais pas combien il y a d'habitants à Lagos, mais je crois qu'on approche tout doucement des 20 millions. En tout cas, c'est avec le Caire, ce sont les deux plus grandes villes africaines, ça sans aucun doute. Et donc, une fois arrivé dans les villes, quel est le problème qui se pose? C'est qu'il faut pouvoir se nourrir, s'alimenter, se loger. Alors ce qui se passe, c'est qu'on va, la plupart du temps, si l'on en a un, chez son cousin, et le mot cousin doit être mis entre guillemets, parce que l'on entend par cousin quelqu'un de votre famille, même si c'est à plusieurs degrés de distance par rapport à votre famille nucléique, si ce terme a du sens là-bas, en tout cas. Et donc c'est comme ça que celui qui réussit peut se retrouver comme ça, avec de tas de cousins qu'il doit entretenir. Il faut mesurer l'importance du rôle des femmes dans les villes, dans le domaine du commerce. Elles ont un rôle tout à fait essentiel sur les marchés des produits alimentaires, par exemple, aussi dans le domaine du textile ou de la vente de produits artisanaux. Donc, il y a à boire et à manger, il y a plus, je dirais, La situation, en tout cas, est plus noire qu'on imagine. Et je ne fais pas, évidemment, de jeu de mots stupides ici. Je vous ai dit tout à l'heure que les classes, ce que l'on appelle les classes moyennes, ce que j'appellerais peut-être plutôt la petite bourgeoisie, parce que dans ma taxinomie, qui est une taxinomie bien connue, c'est celle de Marx, ça veut dire quelque chose. Les classes moyennes, vous savez, elles sont destinées soit à monter, soit à descendre, mais elles ne constituent pas en tant que telles un état stable. En tout cas, à mes yeux, mais je reconnais que c'est ma vision sociologique des choses et qu'elle est tout à fait contestable. Ça, il n'y a pas question ici d'imposer un quelconque dogme, d'autant plus que cela vraiment, c'est sans intérêt, et ce ne serait pas correct de ma part en tant que professeur, en tout cas. Je vous ai dit donc que dans ces classes dites moyennes, il y a un accès beaucoup plus aisé qu'auparavant à l'éducation et à l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur, en termes d'offres, et puis je vais voir un petit peu ce sur quoi ça débouche. En termes d'offres, il y a des vieilles universités qui ont été fondées il y a déjà un siècle, au moment de la colonisation, en Afrique du Nord, ou alors en Afrique du Sud, tout à fait au sud. Mais dans les territoires qui nous intéressent, il n'y avait pas grand-chose. On a donc, après l'indépendance, fondé beaucoup d'universités. Ces universités ne disposent pas, pour beaucoup d'entre elles, de l'infrastructure nécessaire par rapport à la demande en nombre d'étudiants. Pensez à l'université de Dakar, où il y a 25 000 places et où il y a 75 000 étudiants. Donc vous voyez que le nombre de places correspond au tiers du nombre d'étudiants réels cette fois.
à côté de ces universités, les anciennes universités, qui elles sont plutôt bonnes, et des universités plus récentes dont le niveau est assez variable, vous avez des universités, des écoles privées. Alors, vous voyez ce que ça veut dire. Alors, privé, ça signifie que les étudiants payent eux-mêmes leurs droits d'inscription et que ces droits sont élevés, voire très élevés. Autrement dit, ces écoles et ces universités privées constituent de véritables entreprises. Il s'agit de business. Alors certaines d'entre elles ont un niveau correct, simplement on paye très cher pour y entrer. Mais il y en a d'autres qui permettent d'avoir un diplôme qui, sur le plan intellectuel, ne vaut pas grand-chose, et diplôme que l'on paye très cher. Mais enfin, ça vous permet d'avoir une carte de visite. Donc, à nouveau ici, il y a à boire et à manger. Dans les États africains, où il y a de grosses difficultés au niveau des finances publiques, et c'est le moins qu'on puisse dire, on pense bien que les gouvernements n'ont pas les moyens, les administrations étatiques n'ont pas les moyens d'engager beaucoup de diplômés, parce que ça coûte cher. Donc, beaucoup de ces diplômés doivent accepter des emplois au rabais, sur le plan de la rémunération, en termes de salaire, mais ils doivent aussi très souvent accepter des emplois déqualifiés, c'est-à-dire ne correspondant pas aux études qui ont été entreprises. Et c'est ce qui explique que lorsque vous avez un peu d'argent, vous essayez de partir et de vous exiler, surtout si vous avez un diplôme valable, vers l'Europe ou vers les États-Unis. Mais beaucoup arrivent dans nos pays où le taux de chômage des universitaires est important. Vous voyez le nombre d'étudiants qui sortent des universités, qui se retrouvent sur le marché de l'emploi et qui doivent parfois longtemps vivre chez leurs parents et devenir des sortes de tanguis, mais pas des tanguis volontaires. Ici, il s'agit de tanguis qui sont obligés de rester chez leurs parents parce qu'ils n'ont pas les moyens de devenir autonomes. Et même lorsqu'ils gagnent un salaire, dans des emplois, comme je vous l'ai dit, souvent déqualifiés, eh bien celui-ci, ce salaire est trop faible que pour fonder une famille, pour utiliser une expression consacrée. Ils doivent donc continuer, tout en étant déjà, dans le meilleur des cas, salariés, continuer à vivre chez leurs parents. Alors vous imaginez, quand il y a des Africains qui arrivent chez nous, dans quelle situation pénible ils se trouvent. Donc en fait, ça ne fait que déplacer le problème. Ce qui explique aussi que les États qui sont devenus indépendants après les années 1960 ne souhaitaient pas non plus avoir trop de diplômés issus des universités nationales, des universités officielles, parce que l'on sait que dans les universités, c'est souvent là qu'apparaissent des leaders parce qu'ils sont outillés intellectuellement et qu'ils n'appartiennent pas d'ailleurs souvent tous aux classes les plus misérables. Et par conséquent, les gouvernements ne poussent pas à la création de ces universités
et pousse plutôt les étudiants vers des universités ou des écoles supérieures privées qui ont une fonction professionnalisante et certainement pas une fonction scientifique, humaniste, surtout dans le domaine des sciences humaines, comme vous le savez, qui ne débouche pas, hélas, je le dis bien, puisque je suis moi-même un professeur dans le domaine des sciences humaines, qui ne débouche pas la plupart du temps sur les emplois tant convoités. Alors, je crois de cette manière avoir fait quand même un tour d'horizon. Ça ne pouvait être qu'un tour d'horizon, hein. Il est évident que si des amis, des collègues, des étudiants africains m'entendent, ils vont me dire, bien entendu, vous auriez dû parler de tel ou tel aspect. Ça va de soi. Donc je suis tout à fait humble et modeste dans les conclusions que je vais tirer maintenant. Tout d'abord, je ne suis pas africaniste, je ne suis pas historien de l'Afrique, c'est sûr, et j'ai dû me baser sur un certain nombre d'ouvrages que je vais vous montrer pour l'instant. Donc, je ne connais pas l'Afrique de l'intérieur, ça c'est sûr. Mais comment faire autrement? Si l'on souhaite donner un petit peu de culture générale à ces étudiants au premier degré de l'enseignement supérieur, que de leur donner quelques considérations générales qui n'ont pour autre objectif que de les conduire à approfondir, et tant mieux si leurs lectures contredisent ce que j'ai dit de manière tout à fait honnête et en essayant d'être le plus clair possible. Je vous montre donc ces quelques ouvrages que j'ai devant moi. Alors, je commencerai par des ouvrages généraux sur l'histoire de l'Afrique. J'avancerai sur l'histoire de l'Afrique subsaharienne, progressivement vers le XXe siècle ensuite. C'est peut-être pas plus mal de commencer par un ouvrage très lisible d'Hélène d'Almeida Topor, L'Afrique dans la collection Idées reçues. Vous connaissez certainement le principe de cette collection, où des questions naïves sont posées, ou plutôt des réflexions courantes, des préjugés sont énoncés, auxquels l'auteur répond pour montrer en général le contraire de ce qui est affirmé. C'est une collection publiée par les éditions Le Cavalier Bleu. Alors, de Haïlif, Les Africains, histoire d'un continent, dans la collection Champ Flammarion. De Catherine Cockry-Widrovitch, Petite histoire de l'Afrique, l'Afrique au sud du Sahara, de la préhistoire à nos jours, dans La Découverte. J'espère évidemment bien présenter devant la caméra les ouvrages, parce que vous l'aurez compris, je suis tout seul chez moi ce jour de Noël pour pouvoir filmer cette leçon. Donc il n'y a personne derrière la caméra. Alors, du même auteur, avec Henri Monniot, L'Afrique noire de 1800 à nos jours, aux presses universitaires de France, dans la collection Nouvelle Clio. Un ouvrage plus ancien, Histoire générale de l'Afrique noire, tome 2 de 1800 à nos jours, sous la direction d'Hubert Deschamps, presse universitaire de France. Alors, pour le XXe siècle et le temps présent, de cet auteur que j'ai déjà cité, Hélène d'Almeida Topor, L'Afrique au XXe siècle, chez Armand Collin. Dan Stam, L'Afrique de la colonisation à l'indépendance, que sais-je?
La fin des colonies, Afrique 1960, c'est un numéro de la revue L'Histoire, février 2010. Alors, sous la direction de Jean-Loup Ancel et Delia Mbokolo, au cœur de ethnie, tribalisme et État en Afrique. Alors, j'aurais d'ailleurs dû vous parler, bien entendu, du génocide au Rwanda, où les Tutsis ont été massacrés. Il y a eu 1 million de morts. C'est un génocide qui a conduit, qui a été décidé par les plus hautes instances de l'État, mais qui a une double facette, puisque on a pu parler également, c'est même le titre d'un ouvrage, de génocide au village. Donc ça a été l'apocalypse au Rwanda, en tout cas pour les Tutsis, il y a de cela maintenant plus de 20 ans. Alors, si je vous montre ceci, je voulais vous montrer, voilà, avoir la table des matières devant moi. Si je vous parle du Rwanda, c'est que justement, il y a un chapitre de Claudine Vidal, Situation ethnique au Rwanda, et un article aussi un chapitre plutôt de Jean-Pierre Chrétien, Hutu et Tutsi au Rwanda et au Burundi. Voilà, vous avez aussi un chapitre d'Elia Mbokolo, le séparatisme katangais, donc ça remonte à l'époque de Tchombe dans les années 1960. Alors un ouvrage tout à fait intéressant, publié par Zone, Figure de la révolution africaine, de Kenyatta à Sankara, auteur Saïd Bouamama. Vraiment un ouvrage très très intéressant. Alors, au mois d'août 2016, donc il y a 4 mois, l'Histoire a publié, la revue L'Histoire a publié dans sa collection Les Atlas II, un atlas des Afriques. 60 cartes, très intéressant. Alors c'est surtout très utile sur le plan pédagogique pour vous, étudiants, puisqu'on y trouve des cartes nombreuses, des résumés de certaines situations courtes et très denses. Manière de voir, numéro 108, décembre 2009, consacré à Indispensable Afrique. Alors, la revue Jeune Afrique publie régulièrement, alors un numéro que j'ai avec moi ici, que j'ai utilisé, L'état de l'Afrique 2010, toutes les clés pour comprendre l'évolution du continent. Mais ça, alors il y a toute une partie qui couvre 50 ans d'indépendance, héritage, business et politique, donc 1960-2010. Voilà. Oui, les dates, c'est hors série numéro 24, 2010 donc. Alors, la documentation photographique a publié en juillet 2012 un numéro sur l'Afrique du Sud entre héritage et émergence, sous la direction de Philippe Gervais-Lamboni. De Stephen Smith, Négrologie, donc faites attention au jeu de mots, Pourquoi l'Afrique meurt, collection plurielle. De Joseph Kizerbo, À quand l'Afrique, entretien avec René Hollenstein, publié chez l'Aube, Poche Essai. Alors, d'Aminata Traoré, figure bien connue, Leto, l'Afrique dans un monde sans frontières chez Babel.
Alors, de la fille du premier président congolais, Justine Mpoyo Kasavubu, elle écrit un ouvrage tout à fait pertinent chez Laborde, intitulé « Sommes-nous décolonisés ?», qui renvoie à la partie de mon exposé où j'ai développé ce point. Donc tout à fait au début, hein, sur le néocolonialisme. Alors de David Van Reybrouck, alors un très très gros ouvrage, 850 pages, Congo, une histoire, qui a été heureusement publié, republié en poche chez Babel. Donc vous voyez, c'est assez épais. Voici. Alors, partie littérature. J'ai choisi dans ma bibliothèque des romans qui me semblent illustrer parfaitement tout ce que j'ai pu vous dire. Tout d'abord, oui, il y a d'abord il y a 3 romans d'anglophones, 2 romans de francophones. Les 3 premiers sont d'ailleurs, justement, tous ceux qui sont publiés en anglais, ici en traduction, ont reçu le prix Nobel. Donc je commence par Wole Soyinka, Une saison d'anomie. Il faut lire ces romans. Rien de tel qu'un roman, vous savez. Livre de poche. Alors, je lis ce qui est indiqué derrière. L'anomie, c'est l'anarchie, le chaos où un État devenu fou peut entraîner une société, etc., etc. C'est inspiré des horreurs du Biafra à la fin des années 60. Donc c'est bien ce que je vous ai dit pour les dates. Hein. Ça correspond bien, oui, c'est l'année où j'étais en première et en deuxième secondaire, c'est ça. Alors, de Nadine Gordimer, Le Conservateur, en 1018. Donc, grande écrivaine sud-africaine. Alors, Le Conservateur est le portrait de Mering, riche industriel européen, assis sur ses privilèges et repus de bonne conscience, que ni son fils ni sa maîtresse ne parviennent à ébranler. Il finira par sombrer dans l'isolement et la folie, sous l'œil impavide de ses domestiques noirs. Alors, de Coetzee, Disgrâce. Alors là, c'est en collection Point, donc au seuil. Alors, je vous lis aussi le petit résumé qui se trouve derrière. Est-ce que ça vaut le coup? Allez, âgé de 52 ans et 2 fois divorcé, David Lurie enseigne à l'université du Cap. Encore jeune de corps et de cœur, ce don juan du campus se laisse aller à un dernier élan de désir, d'amour peut-être, avec une jeune étudiante. Mais l'aventure tourne mal, convaincu d'harcèlement sexuel, David Lurie démissionne. Alors, réfugié auprès de sa fille, ça c'est la partie qui intéresse plus notre exposé, il se réfugie dans une ferme isolée, mais les temps ont changé, la fracture sociale est arrivée jusqu'au cœur de ce pays et la violence n'épargne pas les campagnes. L'idylle pastorale tourne au cauchemar. Seul roman, donc cette élégie, consigne l'avènement d'un nouvel âge de fer. Alors, les 3 derniers que je vous montre ici datent de l'extrême fin du XXe siècle, donc les années 98-99. Alors, de Achille Ngoye, donc publié en français, Yaba Terminus, publié au Serpent Noir. Alors, c'est au Yaba Terminus, hôtel minable de Lagos, l'ancienne capitale du Nigeria, échouent les immigrants fuyant l'Angola, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, en route pour l'Europe qu'ils n'atteindront jamais, etc., etc., etc. Mais donc, en fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui aboutit dans la banlieue parisienne, et donc, pour ceux qui s'intéressent au problème
des migrants, bien que ce soit un roman maintenant qui est presque, non pas 20 ans, 18 ans maintenant, mais ça vaut peut-être la peine de lire quand même. Alors un grand classique aussi, d'Amadou Kourouma, En attendant le vote des bêtes sauvages, dans la collection Point, donc publié aux mêmes dates, hein. Je vous ai dit les trois derniers, c'est 98-99. Alors, je vous lis ce qui est indiqué à l'arrière. Lors d'une cérémonie purificatoire en 6 veillées, toute l'histoire du général Koyoga, président, entre guillemets, de la République du Golfe, on voit de quelle région il s'agit, donc la région où on produit du pétrole, hein, en Marbongo et les autres, se dévoile. Au récit de cette vie menée par le griot. Alors un griot, c'est une sorte de trouvère qui raconte des histoires, si vous voulez, enfin pour faire bref. Hein. Par le griot des chasseurs et son bouffon s'adjoint l'histoire des proches du dictateur. Sa mère, Najuma, qui tient ses pouvoirs d'une météorite et les fait partager à son fils, et le marabout au service des rangs qui protège son maître des complots ourdis pour le renverser. Voilà, conte fantastique, chronique historique et politique, ce roman est un portrait féroce et plein d'humour de l'Afrique d'aujourd'hui. J'ai dit.